Assalamu alaikum. Alors ici, pour la première question demandée, c'est d'écrire l'équation de désintégration du potassium en argon, en précisant les lois de conservation utilisées. Alors voici l'équation de désintégration du potassium en argon. Là, on va appliquer la conservation de masse ainsi que la conservation de charges. Maintenant, pour déterminer la valeur de A et Z, alors on trouve Z est égal à 1, A est égal à 0. Comme Z est égal à 1, A est égal à 0, nous avons que la particule grand X ici, c'est un positon. Alors, comme nous avons X est un positon, alors on peut conclure que le potassium ici est radioactif de type bêta+. On est d'accord? Alors, autre question, on nous demande de calculer la constante radioactive de potassium. Alors là, par définition, la constante radioactive est égale à ln d2 sur la période du nucléide qui est la période du potassium. Et là, nous avons la période du potassium qui est égale ici à 1,5 fois 10 puissance 9 1. Donc, on va convertir cette valeur-là en secondes. Alors ici, moi, j'ai pris Na est égal à 365 jours. Et de là, donc, je ramène jour ici en heure. On sait que un jour est égal à 24 heures. On sait que une heure est égale à 3100 secondes. Et de là, donc, je convertis donc 1,5 10 puissance 9 années en secondes. Et de là, donc, là, après calcul, on trouve la réponse ici en secondes. Et là, on trouve 1,4586 fois 10 puissance moins 17 par seconde. On est d'accord? Alors, autre question, on nous demande d'établir la loi de décroissance radioactive. Donc là, on sait que l'activité d'un échantillon est égale à moins dérivée du nombre de noyaux restants par rapport à dt, qui est égal ici à lambda fois dt. Donc là, maintenant, on peut diviser par n, multiplier ici par dt. On peut aboutir ici à dérivée de n par rapport à n, qui est égal ici à moins lambda dt. Donc on prend l'intégrale membre à membre. Là, on sait que l'intégrale de dn par rapport à n est égale à la fonction ln. L'intégrale de dt est égale à t. Donc on aura ici moins lambda dt plus une constante. On est d'accord? Maintenant, pour déterminer la constante k, alors on applique les conditions initiales. On sait qu'à l'instant t est égal à 0. Le nombre de noyaux restants est égal au nombre de noyaux initial. Et donc, on aura ici ln de n0 est égal à moins lambda fois 0 plus k. Donc, on tire k est égal à ln de n0. Donc là, on peut remplacer et puis là, on peut aboutir ici à ln de n moins ln de n0 en transférant donc k vers l'autre membre. On aura ln de n moins ln de n0 est égal à moins lambda dt. Donc là, on peut s'apercevoir ici que ln de n moins ln de n0 est égal à ln de n sur n0. Donc là, on prend l'exponentielle membre à membre. Là, on aboutit à l'expression demandée. Alors, la question suivante ici, on nous demande de donner la relation entre le nombre de noyaux d'argon formés sur le nombre de noyaux de potassium restants. Alors ici, d'après cette équation, on peut conclure que le nombre de noyaux d'argon formés est égal au nombre de noyaux de potassium désintégrés. Or, le nombre de noyaux de potassium désintégrés est égal au nombre de noyaux initial moins le nombre de noyaux restants. Alors, le nombre de noyaux restants de potassium est égal à N0 exponentielle de moins lambda dt. N0 représente le nombre de noyaux de potassium à l'instant t est égal à 0. On est d'accord? Alors là, maintenant, le nombre de noyaux de potassium restants est égal à N0 exponentielle de moins lambda dt. Et donc, on peut maintenant donc factoriser par N0 exponentielle de moins lambda dt. De là, on peut simplifier donc le numérateur comme le dénominateur. Là, on aboutit à exponentielle de lambda dt moins 1. Alors ici, on trouve le rapport de N d'argon formé sur N de potassium restant est égal à ici à exponentielle de lambda dt moins 1. Alors, la question suivante nous demande de calculer l'âge approximatif de la roche comptée à partir de la fin de l'éruption volcanique. Alors ici, on nous dit que l'analyse d'un échantillon d'une roche a donné 1,66 fois 10 puissance moins 6 grammes de potassium. Alors là, cette masse-là représente la masse restante de potassium. Hein, et 82 fois 10 puissance moins 4 cm3 d'argon. Ici, l'argon, donc, c'est un gaz, donc c'est le volume formé. Hein. Alors, dans les conditions normales de température et de pression, alors ici, nous, on va prendre le volume
molaire normal égale à 22,4 mol par litre. Comme ici, l'argon ici, il s'agit d'un gaz. Hein. Alors là, maintenant, dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout d'abord calculer le nombre de moles d'argon formé, puisque nous avons ici le volume. Hein. Donc ici, comme c'est un gaz, on va appliquer la formule suivante. On sait que le nombre de moles d'argon est égal au volume sur le volume molaire normal. Donc ici, le volume molaire normal ici, donc on prend 22,4 moles par litre. Il faut convertir ce volume-là en centimètres cubes pour pouvoir simplifier. Maintenant, connaissant la masse restante de potassium, on peut déterminer le nombre de moles de potassium restant. Donc là, on peut écrire ceci. On sait que le nombre de noyaux de potassium restant est égal au nombre de moles de potassium restant fois le nombre d'Avogadro. Alors, or, le nombre de moles de potassium restant est égal à la masse de potassium restante divisé par sa masse molaire. Et de là, vous pouvez effectuer l'application numérique. On trouve une valeur de 2,498 fois 10 puissance 16 noyaux. Alors ici, on a déterminé le nombre de noyaux de potassium restants. Il nous reste à déterminer le nombre de noyaux d'argon formés. Alors pour qu'on puisse tirer la valeur du temps ici. Hein. Parce que l'objectif, c'est de calculer ce rapport-là et par la suite déterminer la date T demandée ici. On est d'accord? Donc là, on connaît le nombre de noyaux d'argon formés. Donc on peut déterminer le nombre de noyaux correspondants en appliquant la formule suivante. C'est-à-dire, nombre de noyaux formés est égal ici à N, ce qui est le nombre de moles formés, fois le nombre d'Avogadro. Alors là, on trouve après calcul 2,20 fois 10 puissance 17 noyaux, qui représente ici le nombre de noyaux d'argon formés, mais qui est égal aussi au nombre de noyaux de potassium désintégrés. Et de là, on peut calculer le rapport, c'est-à-dire N argon sur N potassium, c'est-à-dire nombre d'argon formé sur le nombre de noyaux de potassium restant. Et on trouve après calcul une valeur de 8,8. Alors là, or, on sait que NR sur NK est égal ici à exponentielle de lambda dt moins 1. Et de là, donc, on peut égaliser. Et là, on tire exponentielle de lambda dt qui est égal ici à 9,8. Parce qu'on a ici moins 1, on va l'envoyer vers l'autre membre, ça va devenir plus 1. On aura 8,1 plus 1 nous donne ici 9,8. On est d'accord? Et de là, on peut prendre ln membre à membre, puis on peut aboutir à l'expression suivante. Donc, t est égal à ln de 9,8 sur lambda, avec lambda est égal à ln de 2 sur t. Donc, on aboutit à l'expression suivante. Et là, maintenant, on peut faire l'application numérique. On trouve une valeur de 4,94 fois 10 puissance 9 année. Pour la question suivante, on nous dit sur un autre site archéologique, des ossements ont été trouvés. Pour dater ces derniers, on a procédé par dosage isotopique de l'argon 40 et du potassium 40 contenus dans un échantillon de ces ossements. On constata alors qu'ils contenaient 4 fois plus d'atomes de potassium 40 que d'atomes d'argon 40. Alors cela signifie tout simplement que le nombre de noyaux de potassium restants est égal à 4 fois le nombre de noyaux d'argon formés. Alors, question demandée, déterminer l'âge de ces ossements. Alors, pour ce faire, on connaît déjà la relation qui relie NAR et NK. Alors, NAR sur NK est égal ici à exponentielle de lambda dt moins 1. Alors, on peut écrire ceci, c'est-à-dire NAR sur NK est égal à 1 sur 4, puisque le nombre de noyaux de potassium restant est égal à 4 fois le nombre de noyaux d'argon formés. Et de là, on peut écrire ceci, c'est-à-dire exponentielle de lambda dt moins 1 est égal à 1 quart. Et de là, on tire exponentielle de lambda dt est égal à 5 sur 4. On y est. Et de là, en prenant ln membre, on trouve lambda dt est égal à ln de 5 sur 4. Et de là, on peut tirer t, la date demandée. Et de là, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 4,83 fois 10 puissance 8 années. Alors, la dernière question nous demande, pourrait-on alors utiliser la méthode de la datation par le carbone 14 pour déterminer l'âge de ces ossements? On nous demande ici de justifier la réponse. Alors ici, pour ce faire,
on va déterminer le rapport entre le nombre de noyaux de carbone 14 restants sur le nombre de noyaux de carbone 14 initial. Alors ici, en prenant n restant sur n0, alors on sait que le nombre de noyaux restants de carbone 14 est égal à n0 exponentielle de moins lambda dt sur le nombre de noyaux de carbone 14 initial. Alors ici, en faisant le rapport, on peut simplifier n0, n0. On trouve ici exponentielle de moins lambda dt. Et de là, on va remplacer l'expression de la constante ici, lambda, qui est égale ici à ln de 2 sur t. Et de là, on va faire l'application numérique. On va calculer donc ce rapport-là à l'instant t est égal à 4,83 fois 10 puissance 8 années. On y est. Alors, on va vérifier si la proportion donc, elle est importante. Donc, on peut utiliser cette méthode. Maintenant, si la proportion elle est faible, donc on ne peut pas utiliser cette méthode. Et dès là, on fait l'application numérique en remplaçant la période du carbone 14 par sa valeur qui est de 5600. Et puis, l'instant t ici est égal à 4,83 fois 10 puissance 8 années. Et dès là, on voit très bien que le rapport entre le nombre de noyaux restants de carbone 14 sur le nombre de noyaux initial de carbone 14 est égal à peu près à 0. Donc ici, conclusion, comme la proportion de carbone 14 résiduel ici est tellement faible, donc ici, on ne peut pas utiliser cette méthode pour dater ces ossements. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.